Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour parler des événements à venir dans la Sarthe. Niveau culture, on va avoir le plaisir de découvrir un travail autour de l'apocalypse au prieuré de Vivoin. Daniel Burgart est avec nous ce soir fin avril. L'exposition ouvre dans ce beau lieu patrimonial. Demain soir au Mans, au Saulnières, vous allez découvrir le nouvel album de Naked Inosphere. On a 2 des 5 membres qui sont avec nous sur ce plateau. On va parler d'imaginaire aussi avec l'association Fantastinet qui vous accompagne sur Internet, mais aussi dans les stands, les salons, les clubs de lecture. On en parlera avec eux. Les 400 choristes des Intemporels qui chantent Johnny et Mylène à Antares, c'est quelque chose. Vous allez découvrir cette nouvelle thématique et évidemment, on vous invite à prendre vos places pour cette belle aventure. Et puis, ce sont aussi les journées européennes des métiers d'art. On aura Caroline Delarue qui viendra nous parler de son travail en fin d'émission. Bref, comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les sorties. C'est tout de suite dans Culturel. Ils sont venus entre 2 répètes sur le plateau. J'ai le plaisir de recevoir Mag, bonsoir. Bonsoir Chloé. Et Romain, bonsoir. Vous êtes tous les deux chanteuses et batteries du groupe Naked. Votre concert demain, on en parle dans un instant. Mais avant, je me tourne vers Daniel Burgart. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste. Alors j'ai mis artiste parce qu'en préparant l'émission, en plus de peintre, dessin, graphisme, il y a des sculptures qui arrivent dans cette superbe exposition. Alors c'est une aventure. On peut dire une grande aventure, je pense, tant dans la taille que dans votre projet. Ça commence le 25 avril, on a jusqu'au 10 octobre pour aller la voir au prieuré de Vivoin sur votre travail sur l'apocalypse. Voilà, c'est un travail qui a commencé il y a 4 ans, à la suite de la visite de la tapisserie d'Angers, où il s'est passé quelque chose, je suis tombée dedans, on va dire, et depuis 4 ans, je décline donc ce thème en peinture, surtout en peinture, en sculpture un petit peu, et en œuvre sur papier. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous étiez dans un univers déjà hybride avec des hommes-oiseaux qui ont fait des séries qui ont un peu fait votre réputation et aussi sur des grands formats. Donc quand je disais une grande aventure, il y a cette notion quand même de format et d'échelle qui est important à la fois quand vous dites quand on tombe dans la tapisserie de l'apocalypse et bien sûr par rapport à votre travail. Oui, la tapisserie déjà est immense, gigantesque, et donc quelque part ça m'a donné le prétexte de faire quelque chose aussi de gigantesque. Effectivement, je n'ai que des grands formats. On est sur des toiles qui font des fois 3 mètres par 2. Voilà, 3 mètres par 2, et la plus grande a un triptyque de 7,50 m en largeur et 2 mètres de hauteur. Et dans le prieuré de Vivoin, ça prend sa place de manière absolument magique, comme si l'œuvre était faite pour ce lieu. Les salles sont belles, sont grandes, époque 13e, donc avec comme on voit sur l'écran aussi, des fenêtres à vitraux. Et donc, ça se répond, parce que cette exposition s'appelant Apocalypse 1, 14, 21, le texte écrit au 1er siècle, la tapisserie au 14e siècle et mon travail 21e siècle. Et cette exposition, en fait, cherche des liens, des passerelles, un dialogue entre ces 3 époques. Qui pose question aussi, pourquoi on retrouve les mêmes problématiques, pourquoi ce cycle se retrouve... recommence, ouais. Voilà. Alors, le texte de Jean de Patmos, la tapisserie, donc 1er siècle, 14e siècle, la tapisserie, 21e siècle, le siècle dans lequel vous nous proposez votre travail, avec cette thématique de l'apocalypse, et j'ai envie de dire... malheureusement, toujours tristement aussi contemporain sur l'apocalypse, peut-être pas la fin du monde, mais en tout cas les travers du monde, que ce soit les conflits, la religion, le climat. Alors, peut-être que la religion n'a plus la même place, évidemment, qu'au Moyen-Âge, mais il y a eu un transfert vers
des combats qui sont d'autant plus terribles. Et finalement, c'est un petit peu cet univers-là aussi que vous interrogez. Alors voilà, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas la fin du monde, l'Apocalypse, c'est la fin d'un cycle en fait, parce qu'après arrive une renaissance. Et donc dans mon exposition, la dernière salle, alors comme j'ai 3 salles, j'essaye de dérouler le récit un peu dans le sens chronologique. Et donc et on termine sur une note quand même d'espoir, parce qu'après toutes ces catastrophes qui effectivement reflètent le monde. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, quand je commençais ce travail, quand les gens passaient par mon atelier, bon, j'expliquais quand même qu'il y a certaines choses qui me rappellent un petit peu le fait qu'on soit actuellement dans l'actualité. Exactement. Et pas dans une peinture ancienne. Et actuellement, ce n'est même plus la peine d'expliquer quoi que ce soit, tellement c'est évident quoi, qu'on est dans ce cycle-là. Mais comme dit, alors il y a une phrase dans le texte que j'aime beaucoup, c'est « car le temps est proche ». Mais bon, il était proche au 1er siècle, il était proche au 14e. Donc voilà, c'est quelque chose qui tourne, mais qui débouche sur quand même quelque chose d'autre. Voilà. Oui, quelque chose d'autre. Il y a un avenir qui s'interroge. Ouais. Alors, c'est aussi un sujet, quand vous disiez « je tombe dans la tapisserie », de nous contemporains face à l'art qui a déjà été produit, et vous bien sûr en tant qu'artiste, sur des sujets qui nous touchent et sur des interrogations qu'on peut avoir, puisque en plus c'est intéressant au prieuré de Vivoin, parce qu'on peut imaginer des moines qui s'interrogeaient sur le chaos de leur époque, et aujourd'hui nous on peut s'interroger via l'art qui n'a évidemment plus la même place, puisque vous pouvez créer et vous choisissez vos modes d'expression. Il y a même des sculptures, vous le disiez, enfin voilà, il y a plusieurs techniques qui sont associées à ça, mais on peut s'en servir justement pour nourrir une réflexion. Oui, parce que cette réflexion-là, tout le monde peut se poser la question de comment va le monde, de qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux ou pas. Enfin. Et quels seraient les éléments similaires entre la tapisserie, le texte et votre travail en termes de représentation? Alors évidemment, il y a le corps humain, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a d'autres iconographies, d'autres imageries que vous avez récupérées, que vous avez réinterprétées? Alors c'est vraiment une réécriture, parce que je pars effectivement d'inspiration de la tapisserie, mais avec une très très grande distance entre la tenture et mon travail, parce qu'en fait je recompose complètement, et puis j'intègre mon iconographie, c'est-à-dire mon homme à tête d'oiseau qui s'inscrit là-dedans. Donc c'est vraiment une réinterprétation totale. Alors peut-être aussi que ce monde hybride, un peu imaginaire, je fais le lien avec tout à l'heure, on en parlera avec Fantastinet, mais peut-être qu'un jour on le vivra, ce monde, avec, après le chaos, d'autres formes de vie, d'autres paysages, d'autres esthétiques aussi. Et peut-être que finalement, le travail de l'artiste, il est aussi d'imaginer ces après ou ces possibilités. Peut-être. Je sais pas, moi je croiserais bien un homme à tête d'oiseau, pourquoi pas. En tout cas, l'aspect majestueux est très grand aussi de cette tapisserie. On le retrouve, ça c'est important de le dire. Et c'est intéressant au prieuré de Vivoin, parce que vous exposez ce travail sur l'Apocalypse, qui est un travail global. Alors c'est vrai que la plupart du temps, le lieu est investi par des artistes qui présentent plusieurs œuvres qui ont un lien évidemment entre elles, mais qui n'ont pas forcément la même thématique, le même sujet. Là, c'est une immersion dans votre travail. Alors, on n'est pas dans votre atelier, mais on a vu des images, si on vous suit un peu sur les réseaux sociaux, où vous êtes vraiment emparé de l'espace. Oui, on essaye de faire une exposition immersive. Le terme est un peu à la mode, un peu galvaudé, mais quand même pour que le visiteur entre dans le récit. Parce que c'est vraiment un récit et il faut qu'on le sente. Et donc, par exemple, on arrive, il y a un grand lecteur, parce que dans la tapisserie, il y a 4 grands lecteurs qui ne sont pas dans le texte, mais qui montrent pour faire entrer les gens dans ce récit. Et donc, on commence par cette grande sculpture de plus de 2 mètres, avec mon homme à tête d'oiseau, avec un livre à la main pour dire « venez et écoutez, ceci est un récit ».
Et donc, comme ça, j'essaye d'emmener le spectateur à travers les 4 cavaliers qui débutent tout au début de l'Apocalypse. Ensuite, il y a une salle où ce sont les 7 trompettes qui annoncent chacune une forme de choses pas très sympa. Et puis après j'ai 2-3 petites installations, une sur la bête, et puis après on arrive dans la dernière salle où là j'ai 22 portraits de Saint Jean qui en fait annoncent la résilience, la rédemption, et on arrive sur la Jérusalem céleste et sur le fleuve de vie qui est le point final où là on peut s'arrêter un peu, se plonger dedans en se disant ouf. Oui, finalement, peut-être qu'il y a une porte de sortie avant la sortie, il y a un échappatoire, c'est le mot. Et puis, ça met en scène aussi parce que je pense que je peux spoiler que votre atelier, aussi grand soit-il, n'est pas aussi grand que le prieuré de Vivoin. Donc c'est aussi l'occasion d'étaler votre œuvre et puis de vous aussi de la mettre en scène. Ouais, et le lieu est vraiment fabuleux et on a eu carte blanche et je remercie vraiment les propriétaires parce qu'ils nous ont permis de faire cette exposition comme on l'entendait. C'est donc à découvrir à partir du 25 avril jusqu'au 10 octobre. Allez sur le site du prieuré de Vivoin pour voir, il y a pas mal de manifestations qui se passent dans ce lieu et l'exposition sera visible jusqu'au 10 octobre prochain. Et puis je vous invite à suivre évidemment Danielle Burgard sur les réseaux sociaux pour continuer à voir ces hommes à tête d'oiseau et voir où elle va nous les poser. Merci beaucoup. Sans transition parce que il n'y a pas d'oiseau cette fois-ci. Naked in a Sphere. Peut-être. Alors avant de parler du 4e album, vous représentez, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu sur le plateau. Vous êtes un groupe de rock progressiste électro. C'est toujours très difficile de définir. Donc j'écris quelques mots parfois pour me dire, voilà, tu peux éventuellement lancer ça. Comment vous définiriez le groupe ? Le groupe, c'est une aventure qui a commencé assez simplement en guitare-voix et plutôt pop. Et puis on est vite allé vers des notions un peu plus trip-hop, avec une envie quand même d'aller sur des choses de plus en plus énergiques. D'où aujourd'hui le fait d'être rock électro-progressif, puisque l'idée c'était justement de pouvoir intégrer du rythme et de l'énergie dans notre petite base guitare-voix du départ. Alors justement, elle se tourne vers vous, Romain, parce que vous êtes à la batterie, il y a Étienne à la guitare et Steph au clavier et aux machines. Comment ça s'articule justement ? Parce que votre groupe, pour ceux qui ne connaissent pas, donc évidemment demain, le vendredi 10 avril, vous allez au Saulnières à 20h, le concert est gratuit, c'est le meilleur moyen de découvrir votre univers. Mais il y a cet univers très enveloppant, j'ai envie de dire, qui est très marqué quand on écoute votre travail, qui se suit, c'est-à-dire que vous nous emmenez dans une histoire. Vous avez fait des fois des ciné-concerts ou des expériences un peu immersives, même si je suis d'accord, le mot est parfois un peu utilisé à tort et à travers. Comment ça s'arrange tout ça entre vous, les musiciens, et la chanteuse ? Cet album, il a été un petit peu différent des autres albums. Les premiers albums, Mag nous présentait des structures déjà bien définies et nous, on s'intégrait au fur et à mesure dessus. Là, on a vraiment composé à 5 et si les 5 n'étaient pas d'accord, on jetait. On ne gardait pas. Voilà, là, il y a eu des trises. Donc c'est pour ça qu'il a été très long à mettre en place. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu beaucoup de poubelles, si je puis me permettre, parce que généralement, à 5, c'est fait. Il y a eu la crise sanitaire qui n'a pas aidé aussi. C'est pas de la poubelle, c'est de la recherche constante. Il y a des choses il y a quand même des choses qu'on s'est dit, là, non, c'est pas possible, ça nous plaît pas. Du coup, on met de côté, on part sur autre chose. Donc après, Steph, qui est à la MAO, aux machines et au clavier, lui nous propose beaucoup de structures aussi. Et après, Mag nous propose aussi le chant. Et avec tout ça, on a avancé chacun de notre côté, et après on se retrouve en répète, et puis voilà, donc tout l'album a été construit comme ça. On prend une chanson, ok, on est d'accord, on la valide, on n'est pas d'accord, ok, alors qu'est-ce qui va pas ? Ouais, c'est une forme de démocratie. Alors, c'est vrai que le mot était mal choisi, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez eu l'exigence de vous dire, on a envie là, parce que vous pourriez chacun de votre côté, dans votre art, avoir envie de tel son, de telle expression, de vous dire, on veut vraiment que ce soit un album collectif des 5 membres, si j'ai bien compris. C'est ça la différence sur la construction, en fait, de l'album. Exactement. Ouais, tout à fait. Alors, je vous propose le premier extrait, c'est avec un
un clip d'Olivier Faure, si je ne m'abuse. Exactement. Je vous propose d'en écouter un extrait. Alors, Try to Hold, on en parlait hors antenne, donc l'idée de tenir. Qu'est-ce qu'elle raconte, ces chansons? Le nom de l'album, je ne l'ai pas dit, Rise Up. Qu'est-ce que vous aviez envie d'exprimer et de raconter dans cet album? Alors, du coup, cet album, Rise Up, ça veut dire le soulèvement. Donc, c'est ce qui peut se passer en souterrain par rapport à plein de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord dans la vie. Hein. Chacun peut s'approprier la thématique. Et en fait, cet album, c'est la suite des 3 premiers. Puisque, un peu comme vous expliquez par rapport à votre œuvre, l'idée c'est ce personnage que j'ai pu imaginer au départ du premier album et l'aventure qui est vécue d'étape en étape. Donc en fait, Rise Up, c'est vraiment la suite de choses qui nous mangent de l'intérieur et on ne peut pas rester comme ça. On peut pas subir éternellement. Il y a un moment donné où il faut se révolter. Et cet album, il image cette sensation. Alors, on a vu dans le clip une femme en rouge qui est un peu révoltée. On est passé du bleu au rose avec Séverine Papin sur les cheveux. C'est quoi la couleur, sans mauvais jeu de mots, de cet album? Est-ce qu'il est du coup peut-être un peu plus expressif, un peu plus revendicatif? Ah oui, complètement. Vu que musicalement, il est beaucoup plus lourd, il y a des chansons beaucoup plus longues aussi. On a pris le temps de faire des intros de chansons, que chaque instrument arrive, toujours progressif, donc avec des sons qui se rajoutent au fur et à mesure, et avec une agressivité qu'il n'y avait peut-être pas avant sur les premiers albums où Mag et Étienne étaient qu'à 2. Donc après, il y a eu Steph qui est arrivé, donc il y a eu une étape encore où l'électro est arrivé. Après, moi, je suis arrivé pour les concerts, la Jag est arrivée pour l'album d'avant, Reborn. Donc du coup, c'est juste une évolution en fait. Comme Mag l'expliquait, ces textes, c'est comme une histoire c'est pareil en fait, musicalement. Ouais. On rentre, il y a une narration par la musique et par le récit dans vos chansons. Et c'est pour ça aussi que, alors vous êtes pas mal suivis. Je vous invite, si vous en faites pas partie, à les suivre sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a cette relation aussi avec le public, comme là, l'idée de faire ce concert gratuit aux Saulnières. Donc je rappelle, demain, vendredi 10 avril à 20h. Vous avez été talent du Maine, talent de la Sarthe. Il y a une relation quand même assez forte avec le public. Qui vous suit et qui peut-être aussi grandit et se révolte avec vous au fur et à mesure des albums? En fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'au fur et à mesure, et depuis le début, où en effet on était 2, puis 3, puis 4, puis 5, c'est qu'il y a des personnes qui nous suivent depuis longtemps, dont on a appris à connaître un peu plus la vie, on connaît le prénom, on reconnaît, et les personnes, elles viennent nous voir avec plaisir, et elles apprécient ce qu'on propose. Et ça, je pense que c'est la meilleure récompense, c'est que dans l'évolution du style qu'on peut proposer, tout en étant vraiment nous-mêmes et sincères dans ce qu'on fait, c'est que le public nous suit toujours. Donc ça, c'est chouette. C'est la maturité aussi de votre groupe, de votre expression, mais peut-être on vous suit aussi, même si justement c'est intergénérationnel, hein, parce que comme on parlait du rock, des paroles, enfin voilà, c'est tout à fait accessible, parce que je le dis, des fois il y a des gens qui se disent, elle a les cheveux roses, ils ont dit du rock progressiste, est-ce que ça fait peur? Non, pas du tout, évidemment, c'est très familial, on peut venir toute génération confondue. On a des enfants, des personnes de notre âge, des personnes plus âgées. En fait, on a toujours eu un public très très large et avec les enfants assis devant. Enfin, c'est génial. À découvrir. Donc, on peut évidemment réserver sur Hello Asso pour la jauge du public. Sinon, vous allez aux Saulnières demain à 20h. Et puis après, on vous suit sur les réseaux et sur vos sites, etc. pour, vous écouter sur les bonnes plateformes et de vous voir en concert surtout, puisqu'après, vous allez pouvoir le défendre sur scène, cet album. Exactement. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup de vous être arrêté. Je sais qu'avec le concert demain, c'est toujours pas évident. Merci, Daniel, d'être venu nous parler de l'Apocalypse, cette phrase
voilà, interroge. On va parler de fantastique et d'autres imaginaires tout de suite dans Culturel. Parce qu'on aime parler d'imaginaire en littérature, mais pas que, évidemment, dans tous les modes d'expression. J'ai le plaisir de recevoir ce soir 3 membres de l'association Fantastiné. Mélanie Lang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire adjointe de l'association. Alan J-Pérou, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le président. Et Sonia Hiver, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes chargée de communication. Alors, vous venez nous parler en premier lieu de cette association qui participe à des salons, à des clubs de lecture, à des stands parfois dans des salons autour de l'imaginaire ou du livre, ou voilà, de tous ces modes d'expression. Et on peut commencer par dire quand même que vous avez une actualité chaude, puisque ce samedi 11 avril, on vous retrouve à la fois à la BU pour un club de lecture sur la thématique du bien et du mal, vaste projet. Et vous serez aussi présent à l'Angers Geek Festival pour une table ronde autour de la représentation du corps, si je ne m'abuse. Alors, la table ronde sera autour de l'esthétique des corps en fantaisie et romantaisie, effectivement, avec 3 intervenantes. Fleur Hopkins, qui a écrit Génération Body Horror avec Morgane Cossarieux, et Dark Romance, avec Dark Romance qu'elle a écrit toute seule. Ce sont 2 essais tous les deux. Céline Gruget, qui est universitaire, et Roxane Dambre, qui est autrice, notamment de la saga Alba Sloan. Donc ça, c'est pour le programme à Angers, la table ronde. Et le club de lecture sur le bien et le mal, on peut venir, on échange sur des livres qu'on a lus, des livres qu'on voudrait lire, des auteurs à découvrir. C'est ouvert à tous. Donc là, on a mis une thématique en place, donc qui sera le bien et le mal pour ce samedi. Donc c'est à partir de 14h à la salle Bellon, à la bibliothèque universitaire. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que la BU nous accueille une fois tous les 2 mois, le samedi. En général, ça dure 2 heures. Chacun vient avec une proposition de lecture qu'il a envie de partager. Et puis, en général, on est une quinzaine de personnes, des étudiants, des personnes plus âgées, et puis ça se passe très bien. Donc voilà, c'est ouvert à tous. Donc évidemment, ils vont nous donner envie de découvrir tous ces univers. Alors moi, je le spoil direct, je l'avais déjà dit quand je vous avais reçu, Alan, je ne suis pas du tout de cet univers-là, mais je trouve ça passionnant. Fantastiné, c'est l'aventure d'un site internet sur lequel vous partagez votre passion pour les imaginaires. Et puis c'est devenu en 2024 une association. Ça veut dire quoi, les imaginaires, justement? D'où ça vient? Parce que dans Fantastiné, on entend fantastique, mais pas que. Alors, tu veux la tenter ou pas? Allez. Du coup, on peut parler de la parabole du chat. Du coup, on peut, si on a un chat et qu'il nous demande, voilà, quand est-ce que vient ma gamelle parce qu'il a faim, et que ça ne nous pose pas de problème, c'est plus le domaine de la fantaisie, parce que c'est normal. Si, quand il nous demande à manger, on se dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» et qu'on est surpris, c'est plus le domaine du fantastique. Et par contre, si on dit « Oh là, j'ai bien implanté, son implant fonctionne bien », c'est plus du domaine de la science-fiction. Voilà, d'accord. Ça permet d'aiguiller globalement. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont des chats dont je fais partie, si on parle à notre chat, on est déjà dans l'imaginaire. Tout à fait. Et dans la fantaisie. Alors si votre chat vous répond, on est dans l'imaginaire. S'il ne répond pas, posez-vous des questions. D'accord. Alors, la réponse, si je file la métaphore, elle peut être évidemment dans la lecture et elle est dans la perception de tous ces imaginaires. C'est-à-dire que si je me fais déjà le film de mon chat qui me répond ou de ceux qui pensent ou que j'ai l'impression qu'il essaye de me dire des choses avec des moyens de communication différents, c'est là où on est dans cet univers qui est l'imaginaire. Alors la parabole du chat, elle permet d'aiguiller les gens effectivement sur les types de littérature qu'ils peuvent aimer. L'imaginaire, c'est de prendre le monde légèrement de côté, légèrement de biais, c'est ce que je vous avais, ce que j'aime bien dire, pour mettre un reflet sur la société. C'est ça qui est intéressant dans ces littératures, c'est ce petit pas de côté. Alors les gens pensent souvent à Star Wars, Tolkien, etc. On peut citer, on parlait des classiques, Chrétien de Troyes, le Chevalier de la Table Ronde. On peut citer Guy de Maupassant avec toute la question autour de la folie, Jules Verne, Edgar Poe. Enfin, il y a énormément de classiques dessus. C'est simplement de déplacer la perception du monde et de voir ce que ça nous apprend, ce que ça nous dit.
C'est vrai qu'on pense tout de suite aux science-fiction, aux super-héros, ou alors à des sagas comme vous le disiez, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc., qui en font partie. Mais c'est vrai qu'il y a ces éléments en fait qui font partie de notre vie quotidienne, qui nous ramènent, et en fonction de notre sensibilité et de notre sujet, on peut justement s'aiguiller dans ces mondes de l'imaginaire. L'intérêt, c'est d'organiser justement des tables rondes ou des conférences comme on fait pour justement vulgariser la littérature de l'imaginaire et inviter des auteurs parce qu'il y a beaucoup, et autrices, parce qu'il y a beaucoup de talents français qui ne sont pas connus et qu'on a envie de faire découvrir leurs livres, quoi. Est-ce que si j'ai lu du Barjavel pendant mes études et j'ai pas accroché à cet univers-là, ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il y a pléthore de styles et que peut-être même au sein de votre association, vous avez des goûts différents en termes d'écriture? Oui, alors il y a plein. Si on n'a pas aimé Barjavel, on peut se diriger vers autre chose. Puis c'est à ça aussi que sert le club de lecture. On ne lit pas tous de la même chose. Il y en a plus qui sont sur la science-fiction, d'autres plus sur orienté fantasy. Ça permet de donner des idées, donner son avis, et puis donner envie aussi aux autres d'essayer. Voilà, c'est le cas aussi quand on reçoit des autrices ou des auteurs en table ronde. Ça permet de s'ouvrir à d'autres lectures. Et sur la construction même en fait de l'imaginaire, puisque Alan, c'est ce que vous interrogez quand vous faites des rencontres aussi. Il y a le domaine de la fantaisie, de l'horreur qui nous semble un peu plus proche, même si finalement c'est bizarre de dire ça. Mais il y a l'univers de la dystopie aussi et de l'utopie. Alors je pense aux utopies à la Nantes, mais de se dire, voilà, s'interroger sur le monde actuel en s'autorisant à imaginer des choses qui n'existent peut-être pas encore. Vous parliez tout à l'heure de Jules Verne ou voilà, d'artistes comme ça, où finalement il y a des choses qui ne sont pas si loin aujourd'hui. Alors finalement, est-ce que Jules Verne a anticipé le futur, ou est-ce que les lecteurs de Jules Verne se sont dit c'était une chouette idée, donc l'histoire nous le dira plus tard. C'est comme les Horaces de Vinci, voilà. On ne saura jamais. Voilà, donc on a des grandes œuvres aujourd'hui, sur la SF, on a deux, alors vous parliez de dystopie, d'utopie. La dystopie, on en a eu beaucoup, etc., sur lequel finalement c'est censé nous alerter sur les déviations du monde. En 1984, Le meilleur des mondes pour les plus connus. Il y en a des plus récentes, on peut citer Nicolas Martin avec Fragile, qui est aussi une dystopie qui devient un peu trop proche de la réalité. C'est ce que j'allais dire, l'actualité aujourd'hui est très très proche de certaines dystopies écrites, ou même pas osées être écrites parce que trop imaginaires finalement. Alors un petit clin d'œil à Donald Trump, il y a un super film que vous avez peut-être pu voir qui est issu de Stephen King, qui est Dead Zone, avec quelqu'un qui se rend compte que c'est un taré qui va diriger les États-Unis et qui décide d'aller le tuer. Voilà, bon, c'est Stephen King, Dead Zone, il y a quelques années. La Servante écarlate, on en parle beaucoup aussi actuellement. Il y a une volonté aussi aujourd'hui de proposer des futurs un peu plus chantants, un peu plus riants. Je pense à Becky Chambers avec son cycle du moine et du robot. Essayer de donner des choses un peu plus positives, parce que le monde est quand même suffisamment pourri pour donner de l'espoir. Alors, je parlais d'horreur, mais de science-fiction, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de fin du monde, etc. Mais pas que, il y a aussi des univers, comme vous le disiez, positifs, avec la place de la femme, de la famille, de la nature, etc. C'est pas forcément voir les choses en noir. Enfin, on aime bien se faire peur, donc on va lire forcément des choses qui nous font peur, justement peut-être pour éveiller ou titiller et réfléchir. Et après, oui, il y a tout ce qui est post-apo, où c'est pas forcément toujours tout catastrophiste. Les auteurs et les autrices réfléchissent à des alternatives possibles pour plus tard. Alors, j'ai l'impression que j'ai posé la question à la mauvaise personne. Elle a l'air assez dark, notre amie Sonia. Jolie de tout. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette idée-là de génération, parce qu'on a tous une époque où déjà on l'enseigne à l'école, au collège, au lycée. Comment on rencontre ces imaginaires? Qu'est-ce que vous conseillez selon les âges? Est-ce que c'est des formes d'imaginaire, ou est-ce qu'il faut trouver l'écriture qui nous convient? Comment on évolue vis-à-vis de ça? Parce que c'est vrai qu'on soit adulte, on se dit que peut-être on n'est pas concerné. Quand on est jeune, on peut parfois croire que certains récits sont trop complexes à lire, alors que finalement, on voit avec les grandes sagas que c'est des univers dans lesquels les jeunes adorent plonger. Oui, du coup...
Après, il faut pouvoir s'identifier finalement, c'est surtout ça. Après, peu importe l'univers, finalement, si on arrive à trouver un point commun avec l'héros ou l'héroïne de ce qu'on est en train de lire, c'est intéressant, quel que soit l'âge finalement. Après, ça marche beaucoup pour les jeunes, mais il y a beaucoup d'imaginaire aussi dans la littérature de jeunesse. À partir du moment où les animaux parlent dans les albums, on est déjà un petit peu dans l'imaginaire. On est déjà dans le chat en tout cas. Mais c'est important ça quand même de l'ancrer dans l'imaginaire collectif, encore une fois. Et puis peut-être un peu de remettre à sa place, comme vous le disiez, de dire que voilà, c'est pas un genre, un sous-genre ou autre, mais que justement ce sont des écritures et il commence à y avoir une vraie histoire de ces imaginaires dans l'histoire de la narration et du roman. Oui, alors déjà pour compléter ce que tu disais, Mélanie, je pense aussi aujourd'hui que les parents doivent faire confiance aux enfants. Les mangas, les BD, les comics, ce sont aussi des littératures, ce sont aussi des moyens de lire. Quand on laisse les enfants lire, ils lisent. Voilà, donc ça c'est un premier point. Après, sur la question de qu'est-ce qu'ils peuvent lire, ils peuvent lire à peu près tout. Alors après, il y a quelques genres qui sont quand même réservés, mais qui sont généralement bien tamponnés. Mais je connais des jeunes qui ont lu du Tolkien à 10 ou 11 ans, ce que j'étais incapable de faire. Oui. Moi, c'est venu super tard. Et il y a des jeunes qui sont plus matures que d'autres. L'horreur, généralement, Stephen King a une bonne porte d'entrée parce qu'il y a un côté page-turner qui fonctionne bien. Tolkien est plus compliqué à lire. Oui, c'est ça. Parce que quand on parlait de français, si on imagine les discussions avec les profs de français, de lire le rapport à la lecture d'aujourd'hui, Tolkien, par exemple, c'est quand même assez... C'est une écriture qui n'est pas... ouverte à tous. Il n'y a pas la mécanique qu'on peut retrouver dans les séries aujourd'hui, comme avec Stephen King, où on a envie de tourner la page de chapitre en chapitre ou d'épisode en épisode. Il y a plein de subtilités dans ces écritures-là auxquelles on adhère ou on n'adhère pas d'ailleurs. Je rigolais de Barjavel qui, moi, 30 ans après, continue à me hanter. Il peut y avoir plein de styles d'écriture, plus ou moins abstraits aussi, parce qu'il y a plus ou moins de distance avec notre réalité dans ces imaginaires. Des fois, c'est peu perceptible finalement. C'est une prise de risque. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un livre d'imaginaire, vous prenez un risque. Vous prenez le risque de ne pas adhérer à l'univers. Vous prenez le risque aussi que ça ne vous parle pas, que ça soit trop technique ou que ça soit trop imagé. Aujourd'hui, il y a un format qui fait un carton en France en imaginaire, qui est le format de la novella, qui sont des courts romans qui font 100 à 150 pages. C'est un très bon moyen pour tester son appétence sur un genre ou l'autre. Voilà, il y a énormément de collections. Je vais citer Récif parce que c'est une collection d'argile et qui mettent en avant des femmes qui sont un peu moins présentes, même si ça change beaucoup, dans les littératures d'imaginaire, où le Bélial avec ses collections Une heure lumière, où Aurélien Polis illustre toutes les couvertures pour le petit côté local. Donc aujourd'hui, vous pouvez tester sur des formats courts. Et puis, alors, vous avez dit le risque, mais c'est le risque aussi de plus vouloir en sortir, le risque de rejoindre l'association Fantastinet parce que on ne fait que dévorer cet univers-là. C'est le risque aussi de comprendre que les mots peuvent vous accompagner comme les images. Je parlais des séries parce que je fais souvent le parallèle dans l'émission. Faites confiance, comme vous le disiez, à vos enfants, mais faites-vous confiance aussi. N'hésitez pas à tester des nouvelles choses et c'est vrai que le fait de lire et de partir vers un autre univers et là vers un autre imaginaire permet plein de choses, même en restant à sa place et en plus à toute heure du jour et de la nuit. Et puis vous allez dans les bibliothèques, dans les médiathèques pour emprunter des livres. Donc c'est quelque chose qui est en accès gratuit pour la plupart du temps, qui reste accessible. C'est aussi un partage qui reste accessible puisque on peut venir au club de lecture, on peut revenir avec un livre de la bibliothèque et c'est quelque chose qu'on peut partager facilement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Oui. On propose deux déplacements sur des festivals, ça peut être intéressant. On a quelques places pour un déplacement à Ouest-Hurlan, à Rennes, fin avril, 25 et 26 avril, et sur le festival d'imaginaire, le 23 et 24 mai, à Angers, donc très peu cher. C'est juste. De toute façon, il faut absolument suivre sur le site Fantastinet et sur les réseaux sociaux parce que justement, on est au courant, on peut échanger, et puis on peut échanger avec vous. Enfin, il y a
une communauté autour de cet univers-là. Rejoignez les imaginaires, rejoignez Fantastiné. On a la chance d'avoir cette belle association au Mans. Donc n'hésitez pas, et puis même si vous n'êtes pas manceau, justement, il n'y a pas de problème pour échanger sur cet univers-là. Et nous, on continue tout de suite dans Culturel. Et ce week-end, vous pourrez profiter des journées européennes des métiers d'art avec plusieurs interventions un petit peu partout dans le département, partout dans la France. On en parlera dans un instant avec Caroline Delarue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ferronnière d'art, on en reparle dans quelques minutes. Mais avant, je me tourne vers vous, mesdames, les intemporelles. Vous êtes 2 parmi 400 pour le grand concert. Josiane Leroy, bonsoir. Bonsoir. Responsable de la communication et des relations médias. Marie-Thérèse Brebion, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes la chef de chœur et de la direction artistique. Alors cette année, le thème, les artistes que vous interprétez sont Mylène Farmer et Johnny Hallyday. Alors là, vraiment, après Céline Dion, vous voulez vraiment entériner, vous prenez des superstars. Vous n'allez plus être à 3 000 spectateurs, vous allez être à 9 millions comme Céline bientôt. On espère. Oui. Alors le principe, c'est, on le rappelle, donc le concert aura lieu le 25 avril 2026 à Antares au Mans. Donc on prend ses billets soit sur le site d'Antares, soit dans toutes les bonnes billetteries. Et c'est plus de 400 choristes. Alors je vais vous demander le même exercice que l'année dernière, de nous expliquer comment on arrive à 400 personnes sur scène. On a commencé à 150. Il y a 1 an et demi, on est monté à 300 et cette année on est 400 parce que Céline Dion a beaucoup plu, le concept a beaucoup plu l'année dernière à Antares. Donc on a eu beaucoup de demandes pour entrer dans le chœur et on est 400 et on a refusé du monde à la rentrée. Alors, c'est évidemment impressionnant de participer à cette aventure. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces 2 artistes? Le fait que les gens allaient pouvoir... que vous les connaissiez ou que les gens allaient les connaître et fredonner avec vous? Déjà, on fait que de la variété française. Oui. Et puis, après Céline Dion, il fallait une affiche aussi assez forte. Donc, voilà, Mylène s'est imposée, Johnny l'a suivie. Et ça nous permet d'avoir vraiment 2 mondes qui se catapultent, mais qui, en fait, parlent toujours de la même chose, de l'amour, etc. Comment vous choisissez les chansons? Parce que j'imagine que toutes ne sont pas adaptables en chœur à 400. Toutes pourraient être adaptables. Disons que j'ai choisi en fonction de ce que moi je connais, ce que moi j'aime. Et puis après, on me fait quelques propositions. Et puis après, on enchaîne. Comment c'est reçu par les choristes? Comment ça se passe quand on leur dit vous allez chanter tel ou tel titre? Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelques titres que vous allez chanter ou est-ce que c'est top secret? On peut le dire. Alors vous allez chanter quoi par exemple? Allumer le feu, forcément. Oui, c'est ça. Désenchanter, forcément. Voilà, vivre pour le meilleur. Et puis, c'est une belle journée de Mylène Farmer. Voilà. Tout le monde les connaissait? Tout le monde savait les choses? Non, finalement... Non. Beaucoup ne connaissaient pas Mylène, d'ailleurs. Oui. Ah oui. Mais quelquefois, c'est mieux de ne pas connaître. Oui, parce qu'on n'a pas les mauvaises... Comme on chante en polyphonie, on n'a pas forcément le lead. Donc, quelquefois, c'est quand on les connaît très bien, c'est difficile justement de prendre la voix de soprane ou suivant le pupitre sur lequel on est, parce qu'il y a 6 pupitres. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, en fait, vous chantez, à plusieurs niveaux, évidemment. Enfin, en fait, vous avez vos pupitres comme un chef d'orchestre a ses pupitres d'instruments et vous, c'est avec les voix. Pareil. C'est exactement pareil. Chorale, on est entre 4 et 6 voix. Donc avec 2 voix d'hommes et 2 et 4 voix de femmes. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le Malheureusement, oui. Oui, c'est-à-dire, en fait, les hommes peuvent aussi avoir des voix aiguës. C'est pas forcément une question... Ce sont les ténors. Oui. Il y a des voix aiguës et des voix graves chez les hommes. C'est juste que les hommes sont moins intéressés par le chant choral, à notre grand désespoir à tous. C'est assez intergénérationnel en plus, parce que vous avez l'air de vous amuser, mais il y a, peut-être pas de 7 à 77 ans, mais on n'en est pas loin. De 9 ans, il a eu 10 ans cette année, donc il a eu 10 ans, Maë, jusqu'à 83, je crois, 84. Oui, donc si. Alors, vous le disiez justement, gros succès l'année dernière avec Céline Dion. Oui. Est-ce qu'on peut encore vous rejoindre? Alors, je sais que vous, du coup, maintenant, vous sélectionnez peut-être parce qu'il y a un moment où vous n'allez plus tenir dans un... vous répétez dans des amphis, en fait. On répète à l'université dans les amphis, mais en fait, quand on sélectionne, il n'y a pas trop de sélection pour permettre à plein de gens de venir chanter avec nous, mais faut que la place se libère. On est à 400 maximum. C'est une belle aventure. Pour se donner un peu une idée, vous mettez combien de temps à préparer un tel concert? On a commencé en septembre.
Donc de septembre au 25 avril. Tout à fait. On a eu les audios avant, nous les choristes. Oui, On a eu certains audios avant, de façon à... Quand on arrive en septembre, en fait, on ne déchiffre pas les partitions, Oui, on c'est commence ça. à chanter. Ouais, j'imagine que vous ne pouvez directement. pas passer 1 heure avec les 400 choristes, ne et serait-ce les que 6 pour pupitres découvrir. Voilà, différents. c'est On ça. fait jamais de déchiffrage Ouais, en ouais. répétition, Vous avez, j'ai pas le temps. vous avez des chefs de pupitre du coup? Pas du tout. On a quelqu'un qui enregistre les voix par pupitre et donc les choristes travaillent sur des supports. D'accord, donc ça permet... Partition et support audio. D'accord, parce que peut-être tout le monde ne lit pas la musique. Bien sûr. Voilà, donc ça permet de travailler ainsi. Est-ce que je vais faire un petit oui Charlie, est-ce qu'on repère assez facilement s'il y a une voix qui déraille Oh parmi que les oui. 400? Oui. Oh que oui. Oui, oui. Parce que quand on vous voit comme ça, quand on voit des extraits de votre concert avec Céline, on se dit mais comment elle fait pour entendre qui vient d'où? Vous vous en rendez compte déjà en tant que choriste? Ça arrive qu'on s'en rende compte. Quand toi tu dis, par exemple, les ténors ou les altis chanter seuls, là, nous, on se rend compte qu'en effet, il y a quelque chose qui est dissonant. Ouais. Mais toi, tu l'entends même quand les 6 pupitres chantent ensemble. Oui, c'est ça. Bah, l'oreille. Hein, Oui, oui, c'est Les choristes l'oreille. sont désespérés. J'ai 2 oreilles, c'est des radars. donc, C'est évidemment, alors vous le disiez, c'est pas un karaoké, mais c'est quand même des œuvres que l'on connaît. Donc c'est convivial, c'est familial. Ce spectacle-là, on est là pour vous écouter, mais évidemment, on va reconnaître des chansons, on va pouvoir partager ça. On peut venir à tout âge, on peut venir en famille. C'est très ouvert. Ah, complètement. C'est un vrai show, par contre. Ouais. C'est pas un concert choral. C'est pas parce qu'on est 400 chanteurs, 400 choristes qu'on va donner un concert choral. On va donner un vrai show avec des surprises pour les spectateurs, toute une mise en scène. Donc là, ils vont avoir un vrai spectacle. Voilà. Il y a un teasing. Vous faites des chorés à 400? Non. Non. Tu peux. Ah, des petits mouvements, on quelque fait des chose. chœurs. Ouais, vous faites des chœurs. Non, on fait pas de choré à 400. On a essayé, L'année c'est dernière, compliqué. c'était pas terrible. Parce qu'on a des gens qui sont, on a quelques choristes qui sont à mobilité réduite, donc on peut pas leur dire, tu vas lever les bras et puis tu vas applaudir. C'est Oui, pas bien possible. sûr, bien sûr. Donc pour que ce soit homogène au niveau du cœur, on réduit les mouvements. Ouais, et après, vous faites des surprises autres. Il peut y avoir des choses qui ressortent du cœur, des solistes, bien etc. sûr. Comme Bien ça. Mais en fait, le but, vous disiez que c'est pas un karaoké, certes, mais le but de ce 25 avril, c'est aussi de faire chanter toute la Sarthe qui va venir nous voir. Ouais, c'est et ça, ça. c'est important pour nous aussi, d'emmener le public avec nous. Même si, en effet, nous, on chante un petit peu en polyphonie, beaucoup, et si le public, par moment, il nous rejoint avec... on sera heureux de l'avoir embarqué. C'est Ouais, le but. On va C'est les le faire but danser aussi. Bien On sûr. les a fait danser l'année Voilà, dernière. c'est ce que j'allais vous dire. J'ai une petite question. Johnny, il est quand même connu pour ses arrivées fracassantes en moto ou autre. Mylène Farmer aussi, si je ne m'abuse, je crois qu'elle est déjà arrivée par les airs. Vous allez arriver comment sur scène? À pied. Je sais pas moi, on m'annonce des folies sur scène. Mais on annonce aussi des surprises. Oui, c'est Ça en fait partie. Donc voilà, super. On prend ses places parce que mine de rien, les 3000 spectateurs, vous les avez, Oui, vous on les les avez a. rapidement. On les vous a. les avez. Donc il faut vraiment... On est vous exactement à rejoindre. presque 3200 spectateurs. Alors avec une jauge Antares, la jauge... On a elle- une jauge à 3400 pour l'instant. Donc il reste quelques places. Donc voilà, j'étais pas si loin. Prenez vos places, allez sur le site d'Antares ou sur les sites devant. Et puis évidemment, c'est aussi un concert qu'on peut offrir, comme je le disais, c'est Bien sûr. très accessible. Bien sûr. Donc voilà, c'est une belle idée cadeau. Je dis ça, il y a des fêtes des mères, fêtes des pères qui arrivent. Enfin, voilà. On peut se donner une petite idée comme ça. Merci beaucoup d'être venu nous parler Merci, de ce Chloé, spectacle. merci. Une belle édition à vous le 25 avril prochain. Je rappelle, vous allez à Antares écouter les 400 choristes. Toute la Sarthe se rejoint à Antares pour chanter Mylène Farmer et Johnny Hallyday. Je ne sais pas de qui j'ai plus la voix, mais je ne veux pas savoir la réponse peut-être. Sans transition, à moins que vous arriviez par les airs ou en moto. C'est 11 et 12 avril. Ce week-end, c'est les Journées européennes des métiers d'art. Donc évidemment, tous les artisans d'art sont invités à proposer des rencontres, des visites, etc. Vous, Caroline Delarue, aussi connue sur le nom de Cadel, vous êtes ferronnière d'art. Et avec vos acolytes Sébastien Bouisset, qui est tourneur d'art sur bois, et Sarah Oeville, qui est sculptrice, vous proposez qu'on vienne à votre rencontre, en fait.
Tout à fait. Alors, on sera tous les trois, donc Sarah qui est sculptrice animalière, Sébastien qui est donc tourneur d'art sur bois, et on sera chez lui au niveau de son atelier. Et donc, tous les trois, on propose en fait des démonstrations. Moi de ferronnerie, Sarah donc de sculpture, et puis Sébastien de tournage. Alors, ça veut dire que vous ne pouvez pas emmener la forge dans l'atelier de Sébastien? Alors, j'ai une petite forge que j'emporte quand je fais des démonstrations comme ça sur des week-ends. J'en fais pas beaucoup, mais j'ai une petite forge qui permet quand même de montrer les bases de la ferronnerie. Parce que la ferronnerie d'art, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler, parce qu'on imagine tout de suite, je sais pas, des portails, des rampes, etc. Exactement. Et puis quand ça part au niveau, on va dire, plus artistique, ça veut dire que c'est pas forcément une commande précise, c'est pas forcément de la reproduction, ça va être de la création? Tout à fait. En fait, il y a plusieurs choses. On a tout ce qui est effectivement des projets pour les particuliers, où c'est des portails, des garde-corps, des rampes d'escalier. Et puis après, il y a les demandes des architectes, où là, ils viennent aussi avec des projets de luminaires ou de mobilier intérieur. Donc, je fabrique tout ce genre d'objets. Et en parallèle, il y a une collection également, j'ai créé une collection de luminaires et de mobilier d'intérieur en métal. Et c'est justement ces luminaires que vous avez exposés, notamment à Maison Objet et autres, qui font un peu votre marque de fabrique. Oui. Et c'est intéressant entre vous, parce que vous êtes parfois mis en relation les uns avec les autres pour communiquer. C'est intéressant aussi pour, pas forcément travailler ensemble, mais s'échanger les bonnes pratiques ou les bons moyens de communication aussi peut-être. Oui, c'est ça. Alors avec Sébastien, on collabore assez régulièrement sur des œuvres. En fait, soit c'est lui, soit c'est moi. En général, on indique soit sa partie tournage, soit la partie ferronnerie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît bien le travail de l'autre, ça permet de se dire là, c'est ma limite, mais finalement, je ne l'ai pas, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui peut aller plus loin pour moi. C'est un peu le but, en fait, aussi de ces journées-là, des métiers d'art, où il y a plusieurs artisans vraiment dans tous les 4 coins de France qui se regroupent et puis qui montrent un petit peu tout le savoir-faire qui peut être fait ensemble, en fait. Et Sarah également aussi fait beaucoup de démonstrations sur Malicorne et d'autres villes et villages de Sarthe. Alors, Sarah ne vous a pas encore demandé de faire des cages pour ces animaux Non, mais elle peut demander éventuellement des bases, en fait, des socles sur lesquels elle met toutes ces sculptures animalières. Alors c'est vrai que vous avez 3 univers très différents et en même temps qui sont assez complémentaires, parce que c'est ça aussi, les artisans d'art, c'est des matières, c'est des métiers historiques, patrimoniaux, mais c'est aussi des matières, le fer, la terre, le bois. Ça aussi, il y a une sorte de retour aux sources. Vous êtes les jeunes générations d'artisans d'art, et encore aujourd'hui, on voit que c'est important. Alors vous faites partie d'une ferronnerie qui se transmet de génération en génération. C'est important cette diffusion, ce partage de savoir-faire? Tout à fait. Alors les journées des métiers d'art, c'est exactement pour ça, et pour la famille et pour les jeunes, de faire découvrir vraiment nos ateliers, nos outils, la matière que l'on travaille, et leur dire que oui, il y a des métiers qui sont disponibles. Il y a des formations qui sont, alors pas partout en Sarthe, mais en France en tout cas, il y a des formations qui existent pour rentrer et pour dans ces métiers-là, oui. Ça, c'est vraiment aller à la rencontre du public, vraiment. Alors après, on a aussi dans nos ateliers la possibilité d'intégrer des stagiaires de 4e jusqu'à, en général, des NMAT, Bac plus 3. Ouais. Quoi. Voire des reconversions. Reconversions, c'est vraiment l'ouverture. C'est aussi la chance de voir un petit peu l'atelier. Là, vous êtes installé avec Sébastien, chez Sébastien Bouisset, mais de voir un peu l'envers du décor, l'atelier, comme vous disiez, les quelques outils, des techniques, même si c'est pas à l'échelle, évidemment, habituelle, mais ça permet vraiment de voir de quoi on parle et de se faire une idée, pourquoi pas créer des vocations. Exactement, c'est un petit peu l'objectif de toutes ces journées des métiers d'art. Et puis n'hésitez pas à aller les découvrir, parce qu'évidemment c'est souvent des très beaux objets, des très belles œuvres d'art à la fin qui sont produites et bien sûr qui sont vendues aussi aux particuliers et aux professionnels. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Sarah Véville pour la sculpture animalière, Sébastien Bouisset, tourneur d'art sur bois, et Caroline Delarue dans la ferronnerie.
Merci d'être venus nous parler pour tous les trois. On vous retrouve à Mont-Saint-Jean, à côté de Sillé, Guillaume, ce 11 et 12 avril prochain. Et nous, on se retrouve après les vacances, le jeudi, sur Culturel.